Donc en direct de Paris, docteur Jérôme Mouniangui est en direct avec nous. Docteur, bonsoir et merci énormément d'avoir accepté notre invitation et de nous donner l'occasion de parler avec vous dans cette émission. J'espère que votre micro est ouvert. Je vous dis bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à tous les gens qui nous suivent, bonsoir à notre frère Thierry depuis Kinshasa. Alors, docteur, c'est une nouvelle qui est tombée, je pense, hier, où sur tous les réseaux sociaux congolais, votre nom a circulé comme le sauveur de l'humanité. Tout à l'heure, quand j'ai parlé avec vous dans les coulisses, et que vous m'avez confirmé certaines informations, je vous ai dit, j'ai eu des larmes aux yeux. De savoir qu'en ce moment où le monde a besoin d'une solution pour lutter contre ce qui nous arrive, quelque chose sort du Congo. Aussi petite soit-elle, c'est vous. Au Madagascar, le président de la République a parlé de cette plante magique qui peut sauver l'humanité, l'artémisia. Et vous êtes l'homme artémisia. Aujourd'hui, à l'OMS ou partout dans le monde, quand on parle d'artémisia, c'est vous. Avant de revenir sur le Covid-19, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Vous venez d'où? Aujourd'hui, vous êtes en France. Parlez-nous de vous. Merci beaucoup Marius, surtout pour votre essence, je peux dire, de patriotisme aussi, de nous chercher l'information. On a toujours l'habitude d'être interviewé par les autres, voilà, mais aujourd'hui, vous m'avez vraiment convaincu lorsqu'on a discuté, vous devez, bon, je dis, ok, j'y serai. Merci beaucoup d'être là. Ouais. Moi, je suis médecin. Je veux juste rectifier. Il y a toujours une erreur avec le journaliste quand on dit il est de l'université. Il a étudié à Kinshasa. En fait, j'ai fini à l'université technologique Bel Campus sur la 8e rue de Limete. Monsieur Bossé Kota. Voilà. Et voilà. Et puis c'est là où j'ai eu mon diplôme. Mais à ce qui me concerne, je crois que à Kinshasa, mes professeurs me connaissent un peu. Je suis quelqu'un qui était déjà habitué depuis ma première année même d'études en médecine. Je passais mon temps au laboratoire. J'adorais beaucoup plus passer mon temps à jouer au labo, à apprendre beaucoup. Ce qui fait que plutôt déjà en 3e graduat, j'ai intégré la grande équipe internationale qui travaillait sur l'ulcère de Buruli, qu'on appelle ça les Mbassou. Les Mbassou chez nous à Kinshasa et partout au bas Congo, ainsi de suite. Et je fais partie de ces chercheurs avec le professeur Kibadi, docteur Panzou. Ce sont les gens qui ont prouvé que voilà, les Mbassou, ce n'était pas de la sorcellerie, mais c'était les mycobactériums. Donc ça, je suis déjà en 3e graduat, donc j'étais déjà impliqué dans des grandes équipes de recherche avec l'IMT Anvers. Et je continuais toujours pas à travailler, mais passer beaucoup plus de temps à l'INRB où je connais presque beaucoup de mes professeurs et puis je fréquentais ce monde depuis longtemps. Et en 2011, dans mon parcours, là, j'étais toujours étudiant en médecine et c'est pour la première fois que l'Organisation mondiale de la santé donne une mission à un étudiant. J'étais presque à la dernière année des terminales à l'université. Et je conduis une grande mission d'une grande étude épidémiologique dans la province du Maniema. Ça s'appelle même confirmation de l'endémicité de l'ulcère de Buruli à l'OMS. C'est là où j'étais recruté à l'OMS et nous avions mené ces études-là et qui ont été publiées dans des grandes journaux. D'ailleurs, c'est une revue américaine, de Mycobacterial Disease. Donc, un journal très influent, Impact Factor 8 ou 7, je crois, et de très haut niveau. Et c'est là où j'ai publié pour la première fois. Bon, à l'époque, j'avais aussi publié dans le journal comme les annales de médecine. Et pour la première fois aussi, je me rappelle, on a convoqué les étudiants. Un étudiant avait participé. Je me rappelle, c'était à l'hôtel, au Grand Hôtel, au Salon Congo. Il y avait une conférence. Et j'étais invité pour participer à un congrès. Les congrès s'appelaient les congrès internationaux des pathologies infectieuses et parasitaires, qui est organisé par l'INRB.
et j'étais parmi les premiers étudiants à venir présenter de résultats, ses propres résultats de recherche. Donc, je suis pas vraiment un nouveau dans ce domaine de la recherche et parfois mes professeurs ne sont pas surpris par ce que nous sommes en train de faire parce qu'ils disent, il est comme ça, on le connaît, lui, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment mon parcours. Et je vais Si c'est pas une revenir. discrétion, docteur, vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Vous êtes jeune, très jeune. Ouais, ouais. Alors, donc, vous avez commencé les recherches très tôt, mais parlez-nous de votre rencontre avec cette plante magique, l'artémisia. Ma rencontre avec l'Artemisia remonte en 2013. J'obtiens mon diplôme de médecine, je participe à un concours, ce concours ça s'appelle le concours international, c'est organisé même à Boston. Donc il y a un concours qu'on appelle ça International Genomic Engineering Machine. Donc c'est compétition internationale des machines génétiquement modifiées qui est organisée par Boston. Et là je salue une fois de plus, j'étais toujours quelqu'un habitué avec un peu des autorités et c'est grâce à j'avais écrit à l'époque une lettre au président de la République et Joseph Kabila avec à l'époque c'était le directeur de cabinet c'était M. Gustave Beyasikou et j'avais eu toutes les autorisations avec Matata Pogno ainsi de suite ainsi que je suis parti représenter la République démocratique du Congo pour la première fois c'était en Boston. Donc voilà, donc c'est et ça n'a pas été trop médiatisé mais c'est les passé. Donc j'arrive à fin en 2013 j'obtiens donc je passe un concours international pour avoir la bourse de la milliardaire française qu'on appelle le cursus Bettencourt. Le cursus Bettencourt c'est parmi les meilleurs cursus aujourd'hui que nous avons sur la planète parce que c'est les meilleurs professeurs qui bon, c'est passé à Paris mais tout s'est passé en anglais, les enseignements sont en anglais, les professeurs viennent des États-Unis. Donc c'est un très bon programme où on recrute on dit c'est presque les jeunes talents de sur toute la planète. Et dans notre programme de bourse, nous étions 16 personnes qui ont, là, on a la photo avec mon professeur Leboise. Et donc, c'était 16 personnes qui avaient, et qui ont obtenu la bourse et j'étais le seul noir de cursus Bettencourt pour avoir obtenu cette bourse. Et je suis venu à Paris en 2013. En 2013, et arrivé à Paris, je commence mon master. C'est master en c'est ça, master en recherche interdisciplinaire du vivant. On appelle ça la biologie synthétique. Donc c'est apprendre un peu à manipuler les microbes, les pathogènes et surtout peut-être créer de nouvelles choses en fait, s'amuser un peu avec le vivant. Et voilà, c'est là où je commençais un peu à m'intéresser sur la plante et là je suis tombé sur deux publications, sur une dame ici à Paris et j'ai pris vraiment connaissance avec la plante, je me suis intéressé. C'est ainsi qu'en 2000, toujours en 2013, je commençais à réaliser le premier travail au laboratoire ici à Paris, dans le laboratoire de Paris-Orsay. Ouais, exactement, c'est ça même. Ça, ce sont mes premières analyses au laboratoire. Et exactement, ça, on est en train de manipuler la plante. Ça, c'est les premières analyses qui datent de 2013. Je travaille déjà au laboratoire sur cette plante. Alors, j'étais en train de regarder, je travaillais sur les microbes en général, ça doit être les virus, les bactéries, les champignons et ainsi de suite. Donc toute une gamme de microbes, d'agents pathogènes. C'est ainsi que nous étions convaincus, moi et mes professeurs au laboratoire, pour que nous puissions travailler sur la plante. Et là, il y avait deux variétés. Il y a une variété qui vient de Chine, donc on appelle ça l'Artemisia annua, et une variété qu'on a aussi valorisé, qui est de l'Afrique, qui fait partie aussi du patrimoine médicinal africain, on appelle Artemisia afra. Pour moi, c'est mon premier contact avec la plante, remonte en 2013 et dans un laboratoire ici à Paris. Alors, vous rencontrez cette plante, vous commencez à l'expérimenter en République démocratique du Congo, vous prouvez que c'est une plante qui guérit le paludisme sans effet secondaire et avec 99%, je sais pas quoi, de succès. Et là, vous êtes combattu. Par qui et pourquoi? Racontez-nous l'aventure, docteur.
Après les analyses au laboratoire, très convaincu par les résultats, je me suis dit, OK, je me lance. Je me lance pour plusieurs objectifs. Premièrement, c'était mon défi religieux. Peut-être il y a les gens qui sont là, ou il y a même beaucoup d'amis, hein, moi, qui sont en train de suivre, ils sont aux États-Unis. À l'époque, j'étais encore étudiant, Marius, à Kinshasa. J'ai organisé des rencontres, j'appelais ça les congrès des jeunes chercheurs, où les professeurs d'université devaient venir expliquer aux étudiants les recherches, en fait. Et là, faisait vraiment succès à tous les étudiants de l'époque 2011-2012. Et mon équipe à l'époque s'appelait les nouveaux paradigmes scientifiques. Donc ça veut dire que j'avais toujours cette ambition-là de faire autrement la recherche et surtout faire de la recherche action. J'ai pas envie de passer mon temps à inventer de virus ou à faire des choses où je viens d'un continent, surtout d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, et moi que j'appelle aussi, c'est un scandale de microbes. C'est un scandale d'agents pathogènes, c'est un scandale de maladies. Quand vous regardez beaucoup de maladies que nous avons dans notre pays, je pensais, pour moi, l'idée, c'était de développer, de faire des actions, des recherches qu'on appelle les actions qui ont l'impact direct sur la population. C'est ça qui m'avait motivé et j'ai commencé à faire j'ai monté des essais cliniques et je devais respecter les normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé, qui est notre organe régulateur de recherche, ainsi de suite pour les prescriptions, par exemple. On peut dire même c'est le prescripteur international. Donc, connaissant déjà la maison, parce que j'ai travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé, j'ai publié même avec les gens de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je me suis conformé aux normes. Et j'ai pris mon protocole, je suis rentré à Kinshasa, je faisais des va-et-vient jusqu'à nous sommes en 2015. Et je faisais des va-et-vient entre Paris-Kinshasa pour l'obtention de ce qu'on appelle l'avis du comité d'éthique, qui est de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa et attaché au ministère de la Santé. Et j'ai obtenu ce qu'on appelle le permis de recherche nationale. Ça, nous sommes en République démocratique du Congo, dans le ministère attaché au secrétariat général du ministère de la Recherche scientifique. C'est ainsi que nous avions conçu le projet. Nous avons mené les essais cliniques. C'est dans la province du Maniema. Et au cours de ces essais, nous avons remarqué qu'il y avait deux faits qui sont vraiment très patents. C'est premièrement, le médicament qu'on était en train de comparer. Parce que quand on mène un essai clinique, vous devez comparer l'efficacité d'une plante avec un médicament standard, un médicament qui existe déjà. Et vous partez de l'hypothèse que soit votre médicament est supérieur, ok, il est bon, il est accepté, soit il est inférieur, donc vous devez peut-être l'améliorer. Et nous, on était surpris. Franchement, j'étais surpris, étonné même par le résultat que nous avions obtenu. Ça, nous sommes en 2015. Nous avons travaillé sur 1000 patients et puis après, la compilation de résultats, il y avait des patients qui étaient partis, qui étaient de suite, mais c'était pas facile à réaliser. Et c'est ainsi que nous avions observé, je disais, deux faits. Le premier fait que le médicament qu'on commercialise en République démocratique du Congo, d'abord, a une efficacité inférieure. Donc voilà, ça c'est d'abord un. Vraiment, l'efficacité n'est pas comme on devait s'attendre à l'efficacité d'un médicament. Et ça, c'est de deuxième chose, la plante, elle était de loin supérieure. Elle était de loin supérieure aux médicaments qui étaient comparés et surtout, sans beaucoup de faits secondaires, efficacité à 80, au-delà déjà des 80 de 90%. Donc, c'était déjà énorme pour une plante médicinale. Et ce qui nous a poussé énorme, franchement, Marius, je me suis dit, moi, mariage entre l'artémisia et moi, c'est pour toute la vie. Et je me suis dit, je donne ma vie, je donne ma jeunesse à faire la recherche sur cette plante. Et ces recherches ont été réalisées au Congo. Ces recherches ont été réalisées au Congo. Alors, lorsque nous avons publié ce résultat des recherches, le premier d'abord à s'attaquer à nous, c'était les revendeurs de médicaments sur le continent africain. Les petites sociétés indiennes et chinoises qui s'installent impunément sur le continent africain. Et surtout, voilà, ça c'est les difficultés de terrain. Je menais ces études vraiment avec beaucoup de difficultés, comme vous voyez, les Land Cruiser qui sont embourbés. Oui, donc vos premiers concurrents, des gens qui voulaient pas que vous puissiez vous installer, c'est des entreprises indiennes qui vendent des médicaments au Congo.
Exactement. Les entreprises indiennes et chinoises qui vendent le médicament au Congo. Mais vendre le médicament, s'il faut respecter la réglementation, c'est pas normal, c'est plutôt, c'est normal. Mais vendre le médicament, et tout en sachant que ces médicaments ne sont pas efficaces, et surtout quand on sait qu'aujourd'hui, avec les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons entre 150 000 et 200 000 Africains qui décèdent chaque année suite à la prise d'un faux médicament. Il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions sur la qualité de ces médicaments, sur notre, et je dis l'Eldorado. Oui, Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur, parce que nous avons tellement de questions à vous poser, vous avez une très longue histoire à nous raconter, nous savons, mais est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de menaces vous avez, auxquelles vous avez fait face? Est-ce que c'était quoi et ça a fini comment et vous vous êtes retrouvé où? Parce qu'à un moment, je me souviens après ces documentaires de France 24 qu'on a fait sur vous, on avait appris que vous avez été enlevé, qu'il y a eu des problèmes. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Qu'est-ce que vous avez subi exactement? Le problème, c'est donc d'abord le problème a commencé lorsqu'on était en train de mener les essais cliniques. Vous savez, en République démocratique du Congo, c'est normal, en fait, c'est pas seulement en République démocratique du Congo. Dans les systèmes des ministères, les gens ne vivent que des données. Des données. Alors, lorsqu'on a mené les essais cliniques, qu'est-ce qu'on a été constaté? Il y a même une publication, une grande publication sur mes essais qui ont été réalisés indépendamment, parce que peut-être les Congolais ne le savent pas. La communauté internationale avait demandé qu'il y ait une équipe internationale indépendante pour venir au Congo vérifier si ce que j'avais fait était valable ou pas. Et c'était l'université de Bordeaux. Et ils ont fait un très bon travail et où nous avons démontré, lorsqu'on nous prenons cette tisane, on réduisait drastiquement les taux de la prévalence de la malaria. Alors, lorsqu'on sait maintenant qu'un médecin chef de zone, par exemple, n'est servi que lorsqu'il envoie les données, il doit avoir les bailleurs de fonds. Le Fonds mondial ne te donne l'argent que lorsque tu envoies les données. Donc, ça veut dire que on monnaie un peu la maladie. C'est ça un peu le système un peu qui existe. La maladie est monnayée. Ce n'est pas, la santé n'intéresse pas les gens. C'est la maladie maintenant qui intéresse les gens. Donc, pour que moi, médecin, je sois bien payé, il faut que vous soyez malade. Voilà, c'est ça les systèmes. Oui. Alors, les menaces commencent d'abord là, au niveau de ces chefs, des médecins chefs de zone, de médecins qui survivent. Ils n'étaient pas appuyés. Comme vous regardez un peu dans le documentaire, les centres n'étaient pas appuyés encore en médicaments essentiels contre la malaria parce qu'il y avait plus de malaria dans cette zone où nous avons réalisé les études. Et ça a été prouvé par l'université de Bordeaux, les services d'épidémiologie. C'est pas Jérôme qui l'a inventé. Ils sont venus sur te regarder ce que j'ai fait. Donc, le menace commence là. Donc, on me fait un premier procès et c'était à Kindu, on me fait un premier procès comme quoi je suis en train de faire la diffamation contre certains dépôts pharmaceutiques et bon, c'était les allégations qui n'étaient pas fondées, bien sûr. Le dossier a été classé sans suite. Je prends un poison, c'était un poison indigène. J'allais mourir. Heureusement, comme là je vous dis, j'ai un estomac qui est déchiqueté, donc j'ai un partie de mon estomac qui était déchiqueté parce que j'avais ingéré des substances, des poisons indigènes. Donc aujourd'hui, j'ai un estomac qui en partie qu'on m'avait opéré au Canada. Désolé d'entendre ça, docteur, que vous avez un problème d'estomac après avoir... Désolé d'entendre que vous avez un problème d'estomac après avoir consommé ce produit. Vous avez été... oui, désolé d'apprendre ça, docteur. J'espère que vous vous portez bien. Ouais. Donc ça, c'était une menace sur votre vie. On voulait vous supprimer, mais vous avez été arrêté, vous avez été menacé. Il y a eu d'autres menaces? Oui. Alors, la dernière fois que j'étais... Bon, menace, il y a des menaces aussi institutionnelles, hein. Ma première menace pour moi, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et là, les gens qui veulent lire, ils peuvent aller, ils tapent mon nom, Jérôme Munyangi Artemisia OMS, ils vont voir. L'OMS est formel sur mes publications, en fait. L'OMS est vraiment formel. C'est-à-dire, l'OMS ne veut pas la vulgarisation, en fait, de mes traitements. Il ne veut pas la vulgarisation de mes traitements. Parce que pour quelle raison? Pour quelles raisons? Il y en a deux, en fait. Pour les raisons, il y en a deux. L'OMS me dit, lorsque la personne qui prend de l'artémisia, c'est ça l'argument, cette personne-là peut développer ce qu'on appelle la résistance à l'artémisinine. Ce qui est faux,
L'OMS n'a aucune référence. Jusqu'à aujourd'hui, je lance un défi pour les gens qui sont en train de lire, qui sont en train de suivre, qu'on me montre une seule référence bibliographique, parce que l'OMS est une grande institution, elle doit se baser sur des références bibliographiques. Nous lui avons montré l'OMS que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne peut pas faire la résistance à plusieurs molécules. L'artémisia, il n'y a pas une molécule, il y en a plusieurs. Donc, on fait la résistance à l'artémisinine. L'artémisinine, c'est un de principes actifs qui se trouve dans la plante. Ça, c'est l'argument. Ça, c'est le premier argument de l'OMS. Et le deuxième? Le deuxième argument de l'OMS, qui est le traitement que je fais, ce n'est pas standardisé. C'est-à-dire? Okay? Standardisé, ça veut dire il y a des variations, les variations de concentration de molécules qui se trouvent dans la plante d'une culture à une autre, d'une région à une autre. Je prends un exemple, une plante qui est cultivée par exemple à Paris n'aura pas la même composition chimique qu'une plante qui est cultivée en Belgique ou aux États-Unis. Ça, c'est tout à fait normal. Mais nous avions dit à l'OMS, on standardise pour échapper. Donc, ce n'est pas un argument pour nous. L'OMS, normalement, tu devais seulement nous demander de faire des recherches supplémentaires. Ne pas dire que de pas divulguer. La standardisation, je peux standardiser aujourd'hui les traitements. Donc, voilà les deux arguments de l'OMS. Et à part l'OMS, qui d'autre vous a menacé? L'Académie de médecine française fait un communiqué sur moi et ça a été publié dans Le Figaro, Le Monde et Paris Match. Et l'Académie de médecine française revient d'abord sur mes publications. Quoi disant, ça a été réalisé un peu dans un petit village, dans une région un peu reculée de la planète. Ça n'a pas de valeurs scientifiques. Et voilà, et puis l'Académie le message qui était clair, l'Académie demande au ministre des Santé africain de ne pas appliquer les recommandations de mes résultats de recherche. Là encore, j'avais fait des réponses à l'Académie de médecine. Bravo la France, merci parce que je suis en France, mais moi j'ai pas fait les recherches pour les Français, j'ai fait pour les Africains. Donc je m'adresse pas aux Français, moi je travaille pas pour les Français. Donc j'avais fait ces recherches là, c'est pour les Français, plutôt c'est pour les Africains, pour que nous puissions nous soigner. S'il y a des médicaments entre un médicament qui n'est pas standardisé, ça c'est l'argument de l'OMS, un médicament qui vient de Chine et qui tue la population africaine, qu'on me montre un seul cadavre de l'artémisia sur le continent africain, moi je leur montrerai des milliers de cadavres sur le continent africain aux médicaments qui sont autorisés même par cette Organisation mondiale de la santé. Pourquoi cette politique de 2 poids, 2 mesures? Une plante médicinale qui ne tue personne, vous voulez l'interdire. Mais de médicaments qui tuent les gens sur le continent africain, et c'est vous-même, l'Organisation mondiale de la santé qui fait des rapports, personne ne veut interpeller ces gens. La législation, elle est faible. Les trafiquants de faux médicaments sur le continent africain restent impunis. Donc, on comprend, docteur, que c'est pas évident de vous lancer dans ce que vous faisiez ou dans ce que vous faites quand vous n'avez pas des moyens ou de soutien. Et vous en êtes arrivé même à l'enlèvement. Parlez-nous de ça. Vous avez été enlevé? Oui. Alors, je suis invité le 26, le 27, le 28 février 2019 à l'Union africaine. Tellement que mes recherches commençaient à attirer un peu beaucoup de curiosité. Malheureusement, une fois de plus, Marius, et au Congo, ça passait comme si rien n'a été fait, en fait. Alors que la France, l'OMS, le Genève, Belgique, il y avait des publications du jour au jour de tout ce que je faisais. Vous regardez à partir de 2019 ou 2018, vous tapez seulement Le Monde, Paris Match, Le Figaro, ainsi de suite, ou le Libre Belgique, ainsi de suite. Vous allez trouver vous tapez seulement Dr Jérôme Mouniangui, vous allez voir autant de publications sur moi. Mais dans mon pays, il n'y avait rien du tout. Rien ne se passait, en fait. C'est comme si rien n'était fait. Alors, je suis invité à l'Union africaine. C'était le 28, j'arrive à l'Union africaine, j'étais le 25 février 2019. Je participe à la session des chercheurs à la commission recherche et technologie à l'Union africaine, où je devais présenter mes résultats de recherche. Pour moi, je devais me faire passer à la commissaire, à la madame la commissaire, il y a une commissaire qui s'occupe de cette commission, et je lui avais dit que moi, je trouve aujourd'hui la solution africaine doit être appuyée par par l'Union africaine. Par l'Union africaine. C'est normalement, c'est l'Union africaine. C'est logique.
C'est logique. Voilà, c'est logique. Parce que j'ai cherché l'appui en République démocratique du Congo. Je n'étais appuyé par personne en RDC. J'ai fait ces recherches. Je faisais Marius, je fais ces recherches. Ça m'a coûté 100 000 euros. 100 000 euros, ces recherches qui ont été financées par des dons de Français, des 10 euros, des 5 euros, parce que je devais quémander en France pour aller réaliser les recherches aujourd'hui qui révolutionnent un peu. Ça aussi, c'est un côté où les Africains ne veulent pas soutenir les chercheurs. Mais quand vous dites ça, docteur, est-ce que les autorités congolaises vous connaissent? Est-ce que vous avez essayé de les approcher? Est-ce que vous connaissez le ministre de la Santé? Est-ce que vous connaissez les structures? Les structures vous connaissent? Marius, vous savez, quand un chercheur arrive à être cité par l'Organisation mondiale de la santé, ça veut dire qu'il a touché à un point sensible de la santé mondiale. Ça, c'est très important que je vais insister. L'OMS ne touche personne. L'Académie de médecine. Je suis le seul médecin noir sur qui une académie, des savants, des prix Nobel siègent et veulent interdire ces recherches. Pour d'autres personnes qui ne veulent pas avoir, qui veulent seulement avoir un côté, ils vont dire oui, peut-être ils ont trouvé. Mais pourquoi on fait ça? L'OMS ne prend pas de décisions sur de petites recherches. Non, pas du tout. Ça n'intéresse pas l'OMS. Une décision de l'OMS, c'est la politique internationale. En d'autres termes, les recherches que j'ai commencé à faire depuis 2013 peuvent toucher la politique internationale de l'OMS sur le continent africain et dans le bon sens, parce que ça peut nous aider à réduire beaucoup de maladies. Donc, en revenant un peu à votre arrestation. Oui, à mon arrestation, je rentre à Kinshasa avec Ethiopian Airways, c'était le 28 février. Je rentre chez moi, bien sûr, parce que quand je suis rentré, et j'étais déjà pris comme enseignant, chercheur à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi et de l'université d'écologie où je donne cours d'ailleurs à la faculté de médecine. Donc, je commençais à impliquer, à enseigner et à faire mes recherches. Je rentre le 28 février parce que je devais organiser, d'ailleurs, c'était une émission avec un journaliste qui présente l'émission Étoile sur la radio Okapi. La radio Okapi. Bon, je peux pas vous aider, c'est pas très important. Donc là, merci. Oui. Désolé. Bref, je rentrais un peu à Kinshasa et je suis logé dans un hôtel j'étais logé dans un hôtel juste en face de l'Académie des Beaux-Arts de la Ligne, voilà. Les gens qui connaissent un peu Kinshasa. À 23h, Marius, je rentre de mon hôtel, j'étais en train de discuter avec les amis. À 23h, je vois 7 policiers qui viennent, ils m'entourent, ils m'encerclent. Il y a un qui dit, c'est docteur Jérôme. C'est à 23h, docteur Jérôme. Et on m'amène directement menotté, frappé. Je ne savais pas pourquoi on me frappait, pourquoi on me menottait. On me menotte, on me frappe. On m'amène dans une station de police qui est à côté. Juste là. Et j'arrive là avec mes menottés à main. J'étais accompagné d'un ami je rentrais dans mon hôtel, j'étais accompagné d'un ami. Et c'est l'ami là, je confie mes téléphones, je lui dis, je lui passe déjà 2 ou 3 numéros importants à appeler. Donc, je demande d'abord mes collègues à Paris et quelques médecins ou les professeurs que je connais à Kinshasa. Je reste là jusqu'à minuit et je vois, et les gens sont en train de parler. Mokonzi, Azawa, donc il est là. Et je ne savais pas. Il y avait mon ami qui me disait, sois calme, tu dois savoir voilà. Et puis, je vois un petit taxi qui arrive, comme on appelle les jargons à Kinshasa, on appelle les ketch, un petit taxi en jaune. Et là-dedans, il y a 2 hommes qui n'étaient pas en uniforme, en civil. C'est par violence même que je suis entré dans ces taxis-là. C'est par violence. Heureusement, j'avais un ami qui me tenait vraiment, et on avait vraiment une résistance. Moi, j'étais déjà menotté et lui s'est tenu à moi. Bref, on est tous entrés pas tellement ils ont appelé les secours des policiers qui étaient là. On m'a jeté comme, je sais pas, un sac de foufou. Ouais, exactement, un sac de foufou dans le véhicule et rentre direction, je savais là où on est parce que je connais la ville. Et là, on arrive à l'IPEKIN, à l'inspection provinciale de Kinshasa. C'est là où on arrive, on entre, ainsi de suite. Pas de trucs et directement dans une cellule. Je passe une nuit. Premièrement,
on appelle les connaissances arrivent. Où est les mandats? Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Où est les mandats? Il n'y en avait pas. Pourquoi vous l'avez arrêté à 23 heures? Personne ne donne une explication. Il fallait attendre le lendemain, parce que c'était un certain vendredi. Il fallait attendre le samedi. Et vous connaissez un peu le système. Les gens n'arrivent pas le samedi, ils viennent, ainsi de suite. Ce qui fait que les colonels, les responsables qui étaient là n'étaient pas là, ces jours-là. Donc, je passais encore une nuit sans que je sache pourquoi j'étais arrêté, ainsi de suite. Les dimanches, je passe une nuit. Les lundis, mais c'était des nuits de trop. Et en plus, tu es maltraité, tu n'as pas droit de sortir, même fais pas de besoin. Tu es là, tu es ainsi de suite. Et après, les lundis, lorsque mes contacts, maintenant il y a des téléphones parce que j'étais déjà comme on connaissait un peu mon dossier était très sensible, j'étais suivi par la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est ainsi que la Fédération des droits internationale des droits de l'homme est venue et demandé des explications. Et c'est le moment même que la Fédération internationale des droits de l'homme vient nous réclamer qui est d'abord quel est le mandat et pourquoi vous l'avez arrêté, qu'ils sont en train maintenant de faire un mandat. Ça a été fait sur place le lundi. J'ai dû arrêter vendredi, mais un mandat est fait le lundi. Je suis arrêté vendredi, mais un mandat est fait le lundi. Et la Fédération internationale prend contact avec va voir le procureur, plutôt le procureur à Gombe, au parquet de Gombe, et demande non, il y a quelqu'un qui est arrêté arbitrairement, c'est un grand chercheur, il ne devait pas subir. C'est monsieur